Maroc, le leader du mouvement de contestation sociale du Irak, Nasser Zefzafi, condamné à 20 ans de prison, a entamé depuis hier une grève de la faim. Objectif, protester contre ses conditions de détention. La chancelière allemande Angela Merkel a terminé sa tournée en Afrique de l'Ouest par le Nigeria, une étape au cours de laquelle elle a plaidé pour que son pays offre davantage de voies de migration légale aux Nigérians. Et puis au Zimbabwe, les Nations Unies ont mis en garde contre les risques de pénurie de nourriture qui menacent plus d'1 million d'habitants pauvres en raison de la chute de la production agricole provoquée par une sécheresse. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Maroc, le leader du mouvement de contestation sociale du Irak, Nasser Zefzafi, condamné à 20 ans de prison, a entamé depuis hier, jeudi, une grève de la faim. Objectif, protester contre ses conditions de détention. L'information a été confirmée par son père, Ahmed Zefzafi. Les détails. Nasser Zefzafi, condamné à 20 ans de prison au Maroc, est décidé à ne plus manger ni boire jusqu'à ce que ses revendications soient satisfaites. Il s'agit d'une grève de non-retour, selon une déclaration faite à la presse par son père, Ahmed Zefzafi. À travers cette grève de la faim, Nasser Zefzafi réclame les droits dont bénéficient les autres prisonniers, c'est-à-dire qu'on le sorte de l'isolement en cellule individuelle et le mette dans une cellule digne où il pourra voir et parler avec les autres détenus. La direction de la prison Oukacha de Casablanca, où il est détenu, n'a pour l'instant fait aucun commentaire sur le sujet. Arrêté en mai 2017 en pleine contestation sociale dans la région du Rif, Nasser Zefzafi avait été condamné fin juin à 20 ans de prison pour complot visant à porter atteinte à la sûreté de l'État au terme de 9 mois d'un procès fleuve réunissant un total de 53 prévenus. Le roi Mohamed VI a depuis amnistié près de 190 personnes qui avaient été condamnées en lien avec ce mouvement dont il était le leader et qui a agité en 2016 et 2017 le nord du Maroc. Dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Ouest, la chancelière allemande Angela Merkel était en visite au Ghana après l'étape du Sénégal. À cette occasion, elle a rencontré le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Au cœur des échanges, les relations bilatérales entre les deux pays. Reportage. La chancelière allemande poursuit sa tournée africaine. Après le Sénégal, Angela Merkel a mis le cap sur le Ghana, où elle a mis un accent particulier sur les rapports entre les deux pays. Ich glaube, dass wir sagen können, dass Ghana und Deutschland enge, langjährige Partner sind. Je pense que nous pouvons dire que le Ghana et l'Allemagne sont des partenaires proches et de longue date et que notre partenariat s'est intensifié une fois de plus au cours de ces derniers mois. Nous travaillons ensemble dans de nombreux domaines et notre objectif est de soutenir le Ghana et de réaliser la vision du président, à savoir créer un Ghana capable de dire « nous pouvons nous débrouiller seuls ». Un Ghana au-delà de l'aide. C'est un projet ambitieux, mais c'est le bon projet et je suis convaincu que le peuple ghanéen a les compétences, la disponibilité et la volonté d'y parvenir. Ghana, die Menschen in Ghana auch die Fähigkeit haben, die Fertigkeit haben, den Willen haben, genau das umzusetzen. Cette visite d'Angela Merkel à Accra, au cours de laquelle elle a rencontré des entrepreneurs locaux, s'inscrit dans le cadre d'une mini-tournée africaine. Après le Sénégal et le Ghana, la chancelière allemande s'est rendue au Nigeria, où elle sera reçue par le chef de l'État. La chancelière allemande Angela Merkel a justement terminé cette tournée africaine par le Nigeria, une dernière étape au cours de laquelle elle a souligné l'importance des échanges économiques entre les deux pays. La chef du gouvernement allemand, qui a plaidé pour que son pays offre davantage de voies de migration légale aux citoyens nigérians, a également demandé au président Buhari d'assurer une élection présidentielle libre dans le pays. On écoute. Nigeria steht jetzt vor Wahlen und wir Les élections auront lieu prochainement au Nigeria. Le président a précisé que les élections se dérouleraient de manière juste et libre. C'est important parce que nous pensons que les jeunes ne peuvent faire confiance à leur pays que si le processus politique est transparent,
non corruptible et se déroule dans un esprit libre et équitable. C'est là un élément très important de la bonne gouvernance que les jeunes attendent de leur pays. Nigeria hat vielfältige Herausforderungen im Blick auf die Sicherheit zu bewältigen. Le Nigeria est confronté à de nombreux problèmes de sécurité. Je voudrais montrer au gouvernement du Nigeria que nous sommes conscients du fait que vous avez réussi à combattre Boko Haram. Nous savons que la sécurité et les développements sociaux sont interdépendants et nous sommes heureux d'accueillir la conférence du lac Tchad la semaine prochaine à Berlin qui portera sur l'avenir de millions de personnes vivant dans la région du lac Tchad. Restons au Nigeria où le président du Sénat, Bukola Saraki, s'est déclaré candidat aux primaires du parti d'opposition, le PDP, qu'il a rejoint aux dépens de son parti, le parti au pouvoir, pour tenter de remporter la présidentielle de 2019. Il rejoint ainsi d'autres candidats de poids face au président sortant, Muhammadu Buhari, son ancien allié. Saraki, en tant que président du Sénat, est le troisième homme politique le plus important du Nigeria. En quittant le parti au pouvoir, le Congrès des progressistes APC, pour rejoindre l'opposition à la fin du mois de juillet, cet ancien gouverneur avait montré ses ambitions présidentielles. J'annonce mon intention de me présenter à la position de président de la République fédérale du Nigeria et de participer aux élections générales de 2019 sous la bannière du Parti populaire démocratique. Je me présente avec la ferme conviction que j'ai les capacités de faire ce qu'il faut pour assurer la croissance pour tous les Nigérians. Le choix qui se présente lors des prochaines élections est soit de garder les choses telles qu'elles sont, soit de s'écarter radicalement d'une manière de faire traditionnelle. Trouver une meilleure façon de faire les choses ou continuer à répéter les erreurs du passé. Résoudre les problèmes ou continuer à aggraver les problèmes. Les barons de l'APC ont déjà fait savoir que le président sortant Muhammadu Buhari, 75 ans, sera le candidat du parti à sa propre succession, malgré l'obligation d'organiser des primaires en amont du scrutin présidentiel. Les deux hommes ont été des ennemis politiques pendant tout ce mandat, la présidence accusant le Sénat de bloquer de nombreux textes de loi. Un autre candidat de poids a annoncé sa candidature à la primaire du PDP, Rabiu Kwankwaso, qui est aussi un transfuge de l'APC, ex-gouverneur de Kano et un ancien proche du chef de l'État. Ils rejoignent ainsi les principaux candidats au sein de l'opposition, le gouverneur de l'État d'Ekiti, Ayodele Fayose, ainsi que l'ancien vice-président Atiku Abubakar, qui avait claqué la porte de l'APC en décembre dernier. Au Malawi, l'ancienne présidente Joyce Banda a été officiellement investie par son parti candidate à l'élection présidentielle prévue en 2019. Elle y affrontera le chef de l'État sortant Peter Mutharika, qu'il avait déjà battu il y a 5 ans lors de la dernière présidentielle. Reportage. Congrès à Blantyre, les délégués du Parti populaire l'ont réélu à la tête avec une majorité écrasante de 1183 voix contre à peine 23 à son unique concurrent, Léonard Mfiza, un cadre quasiment inconnu. Cette désignation fait d'elle la candidate du PP à la présidentielle de l'an prochain. Une seule personne peut gagner, pas deux. Je veux féliciter Joyce Banda pour sa victoire et j'apprécie qu'elle m'ait donné l'opportunité de participer à cette élection. Je voulais réformer le parti pour m'assurer qu'en 2019, le PP retourne au gouvernement. Nous devrions être les dirigeants de ce pays. Nous sommes honorés en tant que nouveau comité. Comme vous l'avez vu, la compétition a été difficile et le résultat inattendu. Et moi-même, je pensais que la victoire n'était pas certaine. Et donc, nous ne pouvons pas tenir le peuple pour acquis. Le peuple qui nous a élus, nous devons les respecter et nous sommes prêts à travailler très dur pour eux.
Joyce Banda a présenté les grandes lignes de son programme pour le scrutin, promettant de rétablir l'accès à l'électricité, à une éducation de qualité, à la santé ou au logement, le développement de l'industrie minière et plus généralement de toute l'économie. Élu en 2014 face à elle, l'actuel président Mutharika fait l'objet de vives critiques. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes de ce petit pays d'Afrique australe pour protester contre la corruption, les premières manifestations antigouvernementales depuis 2011. Et pendant ce temps, au Sénégal, la Cour suprême a rejeté le recours de l'opposant Karim Wade contre sa radiation des listes électorales. Son avocat estime pourtant qu'il conserve des chances de se présenter à la présidentielle de février 2019. Des précisions à travers ces images. Pourvoi rejeté, a laconiquement déclaré le président de la Cour suprême en levant immédiatement l'audience. Karim Wade, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade et candidat déclaré à la présidentielle, avait vu sa demande d'inscription sur les listes électorales rejetée le 2 juillet par le ministre de l'Intérieur qui avait invoqué des dispositions du code électoral privant de droits civiques toute personne condamnée à plus de 5 ans de prison. Il avait été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme et plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite et à la confiscation de tous ses biens. Le verdict avait été confirmé en appel en août 2015, mais il a bénéficié d'une grâce présidentielle en juin 2016 et vit depuis à l'étranger. Pour l'un de ses avocats, le député Madické Niang, l'arrêt de la Cour suprême n'exclut cependant pas Karim Wade de la course à la présidentielle. Nous avons d'autres recours, mais nous n'allons pas les dévoiler ici, a-t-il affirmé à la sortie de l'audience. Ce qui s'est passé aujourd'hui montre que le système judiciaire est du côté du pouvoir, a-t-il ajouté. Début juillet, les avocats du candidat du PDS avaient qualifié sa radiation de manifestement arbitraire, illégale et contraire à la loi électorale. Ils avaient fait valoir que la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la juridiction spéciale qui l'a condamné, a expressément exclu dans sa décision la déchéance des droits civiques. Au Zimbabwe, les Nations Unies ont mis en garde contre des risques de pénurie de nourriture qui menacent plus d'1 million d'habitants pauvres. Ceci en raison de la chute de la production agricole provoquée par une persistante sécheresse dans le pays. Les images. La porte-parole du Programme alimentaire mondial à Harare, l'institution se prépare à prendre en charge les besoins alimentaires les plus urgents de 1 135 500 personnes pendant le pic de la saison creuse 2018-2019 qui va de janvier à avril. Plus de 61 millions d'euros seront nécessaires pour financer cette aide d'urgence. Cette mesure annoncée vise à anticiper la pénurie de nourriture qui menace plus d'1 million de Zimbabwéens pauvres en raison de la chute de la production agricole causée par la sécheresse persistante dans le pays. En effet, un rapport du réseau d'alerte des famines récemment publié a pointé du doigt la baisse dangereuse des stocks alimentaires des ménages les plus pauvres dans la zone aride du Zimbabwe. À en croire le réseau d'alerte, ces conditions alimentaires devraient se prolonger jusqu'en mars 2019. Toute l'Afrique australe connaît depuis plusieurs années une sécheresse persistante dont les effets sont encore aggravés par les anomalies climatiques de type El Niño. Le Zimbabwe est plongé depuis le début des années 2000 dans une grave crise économique et financière provoquée par la politique d'expropriation de force des fermiers blancs, décidée alors par l'ancien président Robert Mugabe. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.